Bonjour la communauté. J'ai 37 ans, et voici l'histoire de la façon dont j'ai réalisé que ma famille avait discrètement décidé que je ne faisais plus partie du tableau. C'est aussi comment j'ai découvert à mes dépens que parfois, les personnes qui sont censées vous aimer le plus peuvent être les plus cruelles. Nos parents n'étaient pas violents au sens traditionnel du terme, mais ils étaient du genre à mesurer l'amour en réussite et en apparence. Si vous ne répondiez pas à leurs standards, vous n'étiez pas vraiment remarqué. Pendant des années, j'ai accepté mon rôle d'enfant de l'ombre. Je ne me plaignais pas car il était plus facile de rester silencieuse que de mener une bataille perdue d'avance. Avec le temps, cette dynamique est devenue un schéma. Julien excellait, et mes parents le couvraient de louanges et d'opportunités. Chloé était choyée à chaque faux pas. Moi, j'avais un travail décent, je payais mes factures et je restais principalement dans mon coin. J'essayais de participer aux événements familiaux, d'engager la conversation, d'être normal, mais les pics subtils et les regards dédaigneux n'ont jamais cessé. Cette année, cependant, quelque chose semblait différent à l'approche des fêtes. Les invitations aux événements familiaux étaient rares et vagues. Julien paraissait distant au téléphone. Chloé était occupée avec d'autres projets, mais j'ai mis ça sur le compte d'emploi du temps chargé et j'ai essayé de ne pas y penser. Puis le matin de Noël est arrivé. Je me suis réveillé tôt comme d'habitude, m'attendant au bourdonnement familier des messages et des appels, mais mon téléphone était silencieux. Pas de texto, joyeux Noël, pas de message de groupe de maman organisant les plans, pas d'appel de Julien ou Chloé pour prendre des nouvelles. J'ai vérifié mon téléphone à plusieurs reprises, pensant que le signal était peut-être mauvais ou que les messages n'étaient pas passés, mais non, rien. Des heures ont passé sans réponse. J'ai appelé le numéro de maman, directement sur la messagerie vocale. Le téléphone de Chloé est passé directement au message texte sans sonner. Mon cœur s'est serré. Quelque chose n'allait pas. Mais quoi? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, j'ai fait mes propres plans. J'ai appelé quelques amis, des gens qui avaient été là pour moi dans les moments difficiles, ceux que je considérais comme ma famille de cœur plutôt que de sang. Nous avons organisé un petit dîner, rien d'extraordinaire, juste de la bonne nourriture, des rires et une compagnie où je n'étais pas une pensée secondaire. Ce soir-là, alors que nous étions assis autour de la table, dans une ambiance chaleureuse et confortable, j'ai pris une photo, rien d'extravagant, juste un instantané de joie simple. Je l'ai publiée sur les réseaux sociaux avec la légende « La famille de cœur, c'est ne jamais se sentir mis de côté ». J'ai alors réalisé que je faisais face à plus que de la simple négligence. Je faisais face à une famille qui voulait me punir d'avoir refusé d'être invisible. Cette nuit-là, assise dans mon appartement, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Leurs messages sont passés de piques passives-agressives à des tentatives pures et simples de me culpabiliser pour me faire taire. Ils s'attendaient à ce que je m'excuse, que je me justifie, que je rampe, mais je n'allais pas faire ça. Quelque chose a changé en moi. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais le choix, continuer à accepter leur froideur ou me défendre et reprendre ma valeur en main. Les messages de Chloé étaient d'abord passifs-agressifs, mais se sont vite transformés en moqueries pure et simple. Elle a commencé à me taguer dans des stories et des publications qui laissaient entendre que j'étais seul ou en quête désespérée d'attention. Je pouvais sentir la piqûre derrière chacune d'elles. Mais voici ce qui a vraiment fait mal, aucun d'eux n'a même essayé de parler de la raison pour laquelle j'avais été exclu en premier lieu. J'ai passé les jours après Noël à revoir chaque conversation, chaque offense, chaque appel manqué, essayant de trouver ce qui les avait poussés à décider que c'était acceptable. Était-ce parce que je n'avais pas assez appelé maman cette année? Parce que je ne m'étais pas extasié sur la promotion de Julien autant qu'il le voulait? Parce que je n'avais pas soutenu les expositions d'art de Chloé comme il l'attendait? J'ai réalisé qu'aucune de ces choses n'avait d'importance. Les semaines suivantes ont été un barrage constant de manipulation. Julien m'a bloqué sur les réseaux sociaux mais envoyait encore des textos occasionnels remplis de menaces à peine déguisées. Il a laissé entendre que je coupais des ponts que je regretterais, surtout avec l'entreprise familiale. Oui, l'entreprise familiale. Une autre couche à ce désordre. Voyez-vous, papa avait monté une petite entreprise qui était devenue modérément prospère au fil des ans. Julien était préparé pour la reprendre. Maman parlait sans cesse de l'importance que Julien soit l'avenir de l'entreprise, que c'était l'héritage familial. Mais moi, je n'ai même jamais été envisagé. Non pas parce que je n'étais pas capable,
mais parce que je n'étais pas le bon enfant. Après Noël, j'ai appris par un ami que Julien racontait aux gens que j'étais déloyale et ingrate, essayant d'empoisonner ma réputation professionnelle. C'était la limite pour moi. Malgré tout cela, j'ai essayé de garder la tête haute. Je me suis concentré sur mes amis qui m'avaient accueilli chaleureusement ce Noël-là. Ils étaient mon refuge contre la tempête. Mais le comportement de la famille s'est intensifié discrètement. C'était subtil au début, des invitations annulées à des événements professionnels, des commentaires chuchotés quand j'étais avec des parents, des regards froids lors de rassemblements communs. Puis est venu le sabotage direct. J'ai découvert que Julien avait contacté mon employeur, semant le doute sur ma fiabilité et mon attitude. Rien de flagrant, mais assez pour que mon patron marque une pause et remette en question mon engagement. J'ai été prise au dépourvu. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas juste un désaccord familial. C'était une guerre, et j'y avais été enrôlé sans mon consentement. Mais voilà ce qu'il en est des guerres, parfois, le soldat le plus faible peut changer le cours des choses. Je n'allais plus mendier leur acceptation. Je n'allais pas m'excuser d'exister en dehors de leurs attentes. J'ai commencé à rassembler des preuves, des captures d'écran des messages, des relevés d'appels, la preuve de l'ingérence de Julien au travail. J'ai contacté quelques contacts juridiques, explorant discrètement mes options. En même temps, je continuais à construire ma propre vie loin d'eux, avec des gens qui se souciaient vraiment de moi. Après avoir lu cette plainte officielle de l'avocat de ma famille, je suis resté assis sans bouger pendant un long moment. La lettre était froide, calculée et cruelle. Mon propre frère et mes parents m'accusaient de trahir l'entreprise familiale, me dépeignant comme une sorte de menace interne. Ils ont transformé des courriels et des réunions innocents en preuve de mauvaise conduite. Je n'étais pas naïve. Je savais qu'ils étaient capables de manipulation, mais cela ressemblait à un point de non-retour. C'était un message clair, je n'étais plus de la famille, j'étais une ennemie à détruire. Pendant qu'elle préparait une réponse à la plainte officielle, j'ai commencé à tout documenter, chaque message de Julien où il me traitait de déloyal, chaque courriel que je pouvais trouver qui laissait entendre qu'il essayait de saboter ma réputation, et des captures d'écran des textos manipulateurs de maman et des publications mesquines de Chloé sur les réseaux sociaux. J'ai réalisé que j'avais besoin de plus que de simples mots. J'avais besoin de preuves, des preuves qui montreraient leur vrai visage si cela devenait public. Au travail, les choses étaient tendues. La plainte avait jeté une ombre sur mon poste. J'ai été convoqué à des réunions, on m'a posé des questions embarrassantes. Je suis resté calme et honnête, ne me défendant jamais avec colère, mais toujours avec fermeté. Mon avocate m'a conseillé de ne pas discuter directement de la plainte de ma famille avec mon employeur, alors je l'ai laissé gérer la communication officielle. J'ai aussi travaillé discrètement en coulisses, cherchant de nouveaux postes, de nouvelles voies. Je ne voulais pas être piégé dans un endroit où mon propre sang essayait de me faire dérailler. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la rapidité avec laquelle la famille a riposté. En quelques jours, j'ai commencé à recevoir des messages plus agressifs. Maman a envoyé un long courriel venimeux m'accusant de détruire la famille de l'intérieur, m'avertissant que j'étais sur une voie d'autodestruction. Les messages de Julien sont devenus plus menaçants, suggérant que je risquais non seulement mon emploi, mais tout mon avenir si je continuais sur cette voie. Chloé, encouragée par leur soutien, a commencé à poster des commentaires publics se moquant de moi pour jouer la victime et me faire des ennemis de ma famille. L'une des parties les plus inattendues de toute cette épreuve a été de réaliser combien de personnes avaient discrètement observé le drame familial depuis la touche. Certains étaient de vieux amis de la famille qui avaient vu le favoritisme et la toxicité, mais n'avaient jamais rien dit. D'autres étaient d'anciens employés de l'entreprise familiale qui avaient leurs propres histoires sur les tactiques impitoyables de Julien. J'en ai contacté quelques-uns discrètement et j'ai commencé à construire un réseau de soutien, des gens prêts à témoigner ou à partager ce qu'ils savaient si les choses devenaient juridiques ou publiques. C'est à peu près à ce moment-là que le ton de l'attaque de la famille a changé. Leurs tactiques froides et calculées ont cédé la place au désespoir. Maman a commencé à se présenter à l'improviste à mon appartement, prétendant qu'elle voulait juste parler. J'ai refusé chaque visite. Julien a envoyé des connaissances communes pour essayer de me persuader de revenir dans la famille, m'avertissant que je regretterais de couper les ponts. Chloé a posté une vidéo publique m'accusant de trahir la famille et d'être égoïste. J'ai gardé mes distances mais j'ai continué à tout enregistrer. Au début, j'ai été choqué, mais ensuite j'ai souri car pour la première fois, je n'étais pas seul. J'étais prête.
Je me suis assise avec mon avocate ce soir-là et je lui ai dit que je voulais aller de l'avant, non seulement pour me défendre, mais pour leur livrer bataille, pour exposer la vérité sur leur manipulation et leur cupidité. Ce ne serait pas facile et ce ne serait pas rapide, mais j'en avais fini d'être leur victime. Mais cette fois, j'en avais fini d'être invisible. Je n'étais plus l'enfant du milieu silencieuse, celle qui avait tranquillement accepté sa place dans la hiérarchie tordue de la famille. J'étais préparée, organisée, plus important encore, prête à me défendre, prête à exposer les mensonges, prête à récupérer la vie qu'ils avaient essayé de me voler. Cela a conduit à une enquête interne dans mon entreprise qui a duré plusieurs semaines. Les enquêteurs ont interrogé des collègues, examiné des courriels et recoupé des chronologies. Lentement mais sûrement, la vérité a éclaté noir sur blanc. Je n'avais rien fait de mal. Les allégations étaient sans fondement, motivées uniquement par des rancunes personnelles et la tentative désespérée de la famille de contrôler le récit. Il était clair que j'avais été la cible d'un effort coordonné pour me discréditer. Pendant ce temps, en coulisses, mon avocate et moi avons discrètement commencé à partager des preuves avec quelques amis de la famille et connaissances communes de confiance, des personnes que nous pensions pouvoir aider à enfin faire la lumière sur les véritables dynamiques en jeu. Au fil du temps, des histoires ont émergé, des confirmations chuchotées de ce que j'avais enduré pendant des années, le favoritisme flagrant de maman envers Julien, les tactiques commerciales impitoyables de Julien et l'humiliation publique cruelle de Chloé à mon égard. La façade soigneusement entretenue d'une famille parfaite a commencé à se fissurer, révélant la toxicité cachée en dessous. Avec le drame familial derrière moi, j'ai enfin eu l'espace pour me concentrer pleinement sur la vie que je voulais, libre de leurs attentes toxiques et de leur dénigrement constant. Mes amis sont devenus ma vraie famille. Nous avons commencé de nouvelles traditions, construit une communauté où le respect et la gentillesse n'étaient pas conditionnels au succès ou aux apparences. J'ai investi du temps et de l'énergie dans ma carrière et mon développement personnel, redécouvrant des passions que j'avais longtemps enfouies. J'ai même lancé une petite entreprise à côté, quelque chose dont j'avais rêvé mais que je n'avais jamais poursuivi parce que j'étais trop occupé à essayer de répondre à leurs normes impossibles. Avec le soutien de ma famille de cœur, cette entreprise a connu une croissance régulière, et pour la première fois de ma vie, je me suis senti fier selon mes propres termes. Je comprends maintenant à quel point ces dynamiques familiales avaient empoisonné ma vie. Ils n'étaient pas seulement négligents ou dédaigneux, ils étaient activement hostiles. Leur cruauté était masquée par des phrases comme « inquiétude » et « loyauté familiale ». Mais en réalité, c'était du contrôle, de la manipulation et de l'égoïsme à son paroxysme. Je ne leur pardonne pas. Ils ont fait leur choix il y a longtemps, et j'ai fait les miens. À ce jour, il n'y a pas de réconciliation. Je n'ai pas parlé à maman, Julien ou Chloé depuis plus d'1 an. Ils vivent leur vie soigneusement orchestrée, prétendant que le passé n'a jamais eu lieu, comme si les dommages qu'ils ont causés pouvaient simplement être effacés par le silence. Moi, en revanche, je vis la mienne, libre, indépendante et entourée de personnes qui se soucient vraiment de moi. Merci de votre lecture. Partagez vos pensées dans les commentaires. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas d'aimer la publication et de vous abonner pour plus de contenu de ce genre.